Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous et bienvenue sur le plateau de Champagne Ardenne matin. Vous allez bien? Je l'espère, en tous les cas, malgré la pluie. On verra la carte météo dans quelques minutes, pas folichonne du tout. Alors, il est 9h48, nous sommes en direct comme chaque jour, vous le savez, pendant 52 minutes pour vous informer vraiment sur des thèmes vraiment différents. Alors aujourd'hui, au sommaire de cette émission, les Chorales de l'Espoir, deux associations créées en 2008 et en 2010 à Soissons puis à Reims. Ces associations aident des personnes victimes d'AVC grâce à une technique de chant au service de la parole. Explication sur ce plateau avec Dominique Guyot, le fondateur de ces Chorales de l'Espoir, et Marielle Leflon, orthophoniste. Dans notre rubrique spécialiste, nous allons aujourd'hui vous proposer une sélection d'objets connectés. Alors ça va de la balance à la raquette de tennis, en passant par la station météo, à découvrir avec Richard Carlier, le cofondateur du collectif Reims et Digital. Chaque jour, nous vous proposons des offres d'emploi, et c'est important, vous le savez, dans cette émission. Aujourd'hui, des postes d'ingénieurs, 20 au total, 20 CDI, dans le domaine de la mécanique, qualité, logistique et conception mécanique. Des offres détaillées dans quelques minutes par Emmanuel Chauchois, directeur de Ségula Technologie Reims. Dans Changer d'air, nous vous proposons aujourd'hui de devenir peut-être, le futur Mister Champagne-Ardenne. Le casting est ouvert pour une élection qui aura lieu le 11 juin au cabaret de Tinqueux. Quel est le profil demandé? Réponse dans quelques minutes. Et puis l'éphéméride du jour, nous sommes aujourd'hui le mardi 31 mai, nous fêtons les Pérines et les Pierrettes. Bonne fête à vous. Une date comme chaque jour, nous avons choisi aujourd'hui le 31 mai 1930, date de la naissance de Clint Eastwood. Il a aujourd'hui 86 ans, acteur, réalisateur, c'est Sergio Leone qui le repère et qui lui offre le rôle dans la trilogie du dollar, puis dans Une poignée de dollars et Le bon, la brute et le truand, on s'en souvient, et bien d'autres films. Évidemment. Après l'éphéméride, je vous l'avais promis, on jette un petit coup d'œil sur cette belle carte pour cet après-midi. Toujours beaucoup de grisailles, toujours de bonnes précipitations un petit peu partout et quelques trouées, quelques éclaircies sur le nord des Ardennes. Les températures, on les regarde, des températures qui s'échelonneront cet après-midi entre 13 et 17 degrés. 13 degrés à Langres, 14 degrés à Troyes, 15 degrés à Saint-Dizier, 16 degrés à Châlons-en-Champagne et la maximale 17 degrés cet après-midi à Reims et à Charleville-Mézières. Vous le savez, vous pouvez profiter de nous envoyer tous les jours, c'est comme ça dans cette émission, participer à cette émission, des photos de vous, de vos passions, de vos animaux. Eh bien, nous avons cette photo de Christine qui habite Vitry-les-Reims qui nous propose une photo de son chat. Indy, merci. En tous les cas, c'est la ronflette, exactement. C'est Christine qui nous envoie cette photo. Merci Christine. Et puis Justine Barberet qui nous envoie une photo de fleurs, ça nous fait du bien. Et puis Philou de Merchy, une belle photo, de cette fleur colorée. Et ça nous fait du bien aussi avec ce ciel bien gris et cette pluie. Continuez, en tous les cas, participer à cette émission en nous envoyant toutes ces photos régulièrement. Alors on va retrouver tout de suite à 9h51 Bintou Sidibé. Elle est au musée rural et artisanal de la Bertauge à Sommevel. Alors ce musée fête ce dimanche ses 40 ans d'existence, l'occasion de vous présenter, certaines de ces merveilles. Regardez. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Je peux vous dire ici que le nom du musée n'a pas été choisi au hasard. La Bertauge, c'est le nom d'une charrue. Et pour nous en parler, je suis avec Denis Mode. Bonjour. Bonjour. C'est quoi cette charrue? Cette charrue, déjà, premièrement, une charrue veut bien dire retourner la terre. Et elle date, et celle-ci, là, qui est notre fétiche, 1723. Alors, on va dire que ça vient du XVIIIe siècle. D'accord. Là, il y a d'autres charrues, toujours la Bertauge, qui sont beaucoup plus anciennes. Par exemple, celle-ci, qui a un socle en bois. D'accord. Donc, vous montrez un petit peu l'évolution des charrues. Donc, qui dit charrue dit évolution du travail de la terre. Oui. On passe ici où? Alors ici, on passe au travail de la terre. On va passer du semis. Et aussitôt après, il y a Pépé et Mémé là, qui nous attendent avec le canon de rouge et le camembert. Le Pépé, lui, c'est sa faux. Et Mémé, la faucille, qui fauchait à l'époque et ramassait après des gerbes. D'accord. Travail très manuel à l'époque, mais vous étiez aidé. Et cette machine, c'est une de vos fiertés. Ah oui, la trépigneuse, ou le tripot que l'on appelle. C'est le cheval. Le cheval, en marchant sur le tapis roulant, actionne la batteuse. Voilà, c'est quelque chose des révolutionnaires pour l'époque. D'accord. Écoutez, Valérie, on va se retrouver un peu plus tard et un peu plus loin pour vous montrer une autre révolution de l'époque. C'est parti. Merci beaucoup Bintou et à tout à l'heure évidemment. Comme je vous l'ai annoncé dans le sommaire de cette émission, nous allons nous intéresser aujourd'hui aux chorales de l'espoir.
Les chorales de l'espoir, deux chorales créées, alors une à Soissons, l'autre à Reims, qui aident, en tous les cas ces chorales aident les personnes victimes d'un AVC grâce à une technique de chant au service de la parole. Pour nous en parler, eh bien, je reçois sur ce plateau le fondateur de ces chorales de l'espoir, Dominique Guyot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de ces deux chorales à Soissons et à Reims, et Marielle Leflon est à côté de vous, elle est orthophoniste. Bonjour. Bonjour. Alors Dominique, vous avez créé justement ces chorales de l'espoir quelques années après avoir eu un AVC, été victime d'un AVC. J'ai créé ça 2 ans après, et puis un petit peu plus longtemps pour les chorales de l'espoir à Reims. Parce que après avoir eu cet AVC, alors vous ne parliez plus, et vous avez été comme tout le monde, enfin toutes les personnes victimes d'un AVC, voir une ou un orthophoniste. Oui. J'ai connu un orthophoniste à la sortie de mon hospitalisation qui m'a fait découvrir les chorales d'aphasique qu'elle avait créées à Paris à cette époque-là. Oui, il y en a d'autres en France, dans d'autres villes. Il y en a malheureusement pas assez. Pas assez. Voilà, celle que vous avez créée à Reims, c'est la seule en Champagne-Ardenne. Oui. Celle en Champagne-Ardenne. On va parler peut-être des projets après aussi, parce que Oui, vous en avez sans doute pour d'autres villes. Mais ça vous a aidé, on vous a proposé cette technique et ça vous a aidé. Ah oui, c'est fabuleux parce que la première fois que je suis allé à Paris avec mon orthophoniste, j'étais très fatigué et j'ai pu lire 4 lignes d'un texte sans hésiter, alors que je ne lisais pas du tout. Alors justement, on va regarder comment se déroule une séance de chant en rencontre avec Dalida. Dalida, musicienne, chanteuse professionnelle, très très bonne chanteuse professionnelle, bénévole et dévouée à la cause de cette thérapie de groupe. Reportage Isabelle Forboto, Isabelle Griffon et montage Catherine Ripper-Gibereau. Regardez. On attrape le poignet, respire profondément. Allez. Un échauffement tout en douceur, pour que sorte ensuite tout ce qu'ils ont sur le cœur. Ce cœur, cette chorale est celle de l'espoir. L'espoir des personnes victimes d'un AVC, ne sachant plus parler, plus lire, et qui retrouvent grâce à la musique un nouveau souffle. Il a fallu des années de travail pour en arriver là, à ce qu'un mot, puis une phrase, soit à nouveau prononcée en chanson. Encore. Merci. Ça m'a produit un tel effet. Le soir même, j'étais très fatigué. Et j'ai lu 3 lignes d'un texte, alors que je ne savais plus lire. Oui. Et j'ai dit, à mon avis, ça m'a fait du bien. Et puis je vais continuer. Médecin libéral, Dominique Guyot a été victime d'un accident cardiovasculaire. Il avait 57 ans. C'est son orthophoniste qui lui a fait découvrir le chant au service de la parole. Les aphasiques sont des gens qui ont une atteinte du cerveau gauche et la musique est à droite. Et on contourne le cerveau gauche par la musique et on repart. C'est un cercle mais qui est très rapide. Et quand un aphasique rencontre une chanteuse professionnelle, c'est le début d'une belle aventure. Dalida a croisé leurs regards, leur envie d'avancer et s'est engagée à leur côté. 1 à 2 fois par mois, ils se retrouvent pour continuer à progresser dans l'articulation, la concentration, la mémoire. Elle est aujourd'hui très fière de ses élèves. Ils osent parler en public, ils osent décrocher le téléphone, ne serait-ce que rien que décrocher le téléphone, aller chercher une baguette de pain par exemple. Ça c'est un sacré effort pour eux. Et ils sont impressionnants. Ils font un travail de titan, des efforts considérables, éprouvants même. Mais c'est ainsi que Martine, Zora, Sylvie mènent leur combat, ensemble, avec le sourire et en chantant. Tous les 3 enlacés.
on a fait un AVC, il faut pas se laisser abattre. Jamais, avant mon accident, jamais j'ai parlé au public. Et là, on y va. Dominique, Zora, Colette, Sylvie, on a tous les mêmes problèmes. Quand on veut parler, parfois on s'arrête et ça bloque sur un mot et c'est très difficile de reprendre si les gens disent le mot à notre place. C'est ma fratrie, quelque part. Et en plus, on a Dalida. Et rien que pour elle, je veux dire, c'est un tel phénomène, elle a un tel punch. Elle nous donne la force aussi de continuer. Les chorales de l'espoir, de Soissons et de Reims unissent leurs voix et répètent ensemble. Les élèves de Dalida se produiront le 12 juin prochain à Reims et continuent ainsi leur thérapie de groupe, si précieuse à leur vie. Du mutisme, maintenant je peux pousser des sons très très hauts. Et ça c'est comme un cri. Mais je suis aphasique et je crie la vie. Voilà. Et merci Dalida. Je crie la vie. Un beau message en tous les cas. Alors, je voulais vous annoncer et noter sur vos agendas, les chorales de l'espoir seront en concert donc le 12 juin. C'est à 15h à l'église Jean-Baptiste de Reims. On mettra toutes les indications pour réserver vos places, évidemment. Alors, on va en parler avec vous, Marielle Leflon. On a vu justement ces témoignages. Aller chercher une baguette de pain, oser décrocher le téléphone. Ça nous paraît, ben oui, grâce à cette méthode, évidemment, ces personnes arrivent à parler parce qu'elles ne parlent plus après un AVC du tout. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, il y a différents degrés d'atteinte du langage après un AVC. Les personnes aphasiques peuvent avoir des niveaux très différents. Il y en a effectivement qui ne parlent plus du tout. Et certaines personnes ont des difficultés un petit peu moindres, mais qui restent souvent un handicap vraiment terrible pour affronter toutes les petites situations de la vie quotidienne. Pourquoi cette méthode est bénéfique, peut-être plus bénéfique que d'autres méthodes ? Alors, comme l'a expliqué le docteur Guyot dans le reportage, c'est vrai que ça s'explique de façon aussi neurologique. Il y a l'hémisphère droit qui vient étayer l'activité du langage et permettre au langage de ressurgir. Ça permet vraiment une activation du coup de l'hémisphère gauche. C'est vraiment une rééducation. Ça développe leur capacité. Tout à fait, oui, tout à fait. Après un AVC, donc, il faut travailler avec un orthophoniste. Généralement, il y a plusieurs séances, beaucoup de séances de rééducation. Vous en faites régulièrement. On voit des images justement avec un patient, une patiente. Comment ça se passe ? Alors, c'est très long. C'est un travail vraiment très difficile pour toutes les personnes aphasiques. Assez rapidement après leur AVC. Donc, souvent, elles sont prises en charge dans des services de rééducation. Donc, moi, personnellement, je travaille à l'hôpital Sébastopol en rééducation fonctionnelle. Ce sont des personnes qui ont des séances quotidiennes, mais aussi des séances de kiné, d'ergothérapie, qui ont vraiment un emploi du temps très chargé pour essayer de se reconstruire. Et par la suite, à la sortie de l'hôpital, ça se prolonge en libéral, avec effectivement souvent 2 à 3 séances d'orthophonie par semaine, pendant souvent plusieurs années. Et ces troubles de l'expression peuvent disparaître un jour grâce à toutes ces méthodes. Alors, le chant et la rééducation du langage, c'est quelque chose effectivement dont on sert aussi en rééducation orthophonique, mais on va plutôt utiliser une voix qu'on appelle un peu semi-chantée. C'est des techniques qui ont été développées aux États-Unis dans les années 70 et qui sont arrivées en France dans les années 80 avec Philippe Van Écoute à Paris et qui a développé une technique qui se base sur le rythme et la mélodie, mais juste avec 2 notes. On parle plutôt de voix semi-chantée. On n'a pas du tout les compétences de Dalida, d'une chef de chœur, pour réussir un travail aussi global tel qu'elle peut le proposer dans sa chorale. Ouais, vous parlez de Dalida, c'est vrai que là vous avez trouvé une personne exceptionnelle. Il faut la trouver aussi, cette personne qui chante bien. Moi je l'ai vue en concert, elle chante très très bien, musicienne et puis voilà, elle donne de son temps et elle est passionnée. Elle est dynamique, elle donne de son temps.
C'est une merveille. C'est une merveille. Donc, il faut aller la voir, hein, évidemment, et la voir elle, et voir évidemment toutes ces personnes qui prennent des cours le 12 juin à 15h à l'église Jean-Baptiste de la Salle. Qu'est-ce que vous avez à dire justement aux téléspectateurs qui ont peut-être eu un AVC, qui n'osent peut-être pas s'inscrire comme ça ou frapper à la porte de cette chorale? Vous les acceptez encore? On peut encore en accepter énormément. Bien sûr, on les accepte volontiers. Ouais. Les personnes qui ont fait des AVC, ils sont un petit peu méfiantes vis-à-vis de toutes les propositions qu'on leur fait. Parce que ils ont subi un traumatisme dans leur corps et ils veulent pas qu'on s'occupe tellement d'eux. D'accord. Alors même si certains... Mais c'est peut-être le rôle aussi des orthophonistes, des médecins, de conseiller aussi, d'aller rencontrer... c'est le rôle des orthophonistes. Voilà, c'est ça. Mais bon, c'est pas facile malgré tout. Vous le faites, vous leur proposez. Bien sûr. Évidemment, vous travaillez aussi avec cette chorale, vous donnez de votre temps aussi. Oui, c'est vraiment une chance pour eux. Et puis, c'est vrai que Dalida a un tel dynamisme. Elle aide beaucoup. Ils expliquaient aussi sur le plan social, le plan de se reconstruire dans son corps, même les exercices de détente corporelle qu'elle fait aussi au début. C'est des choses qu'on ne fait pas forcément dans nos séances d'orthophonie et qui apportent beaucoup. Alors, une seule chorale en Champagne-Ardenne, à Reims. Est-ce que vous comptez en développer d'autres en Champagne-Ardenne? On va faire un projet de court-métrage. D'accord. Pour inciter à ce que tous les gens, notamment des orthophonistes, parce que c'est plus les orthophonistes qui sont à même de faire ça, certains orthophonistes décident de créer la même chose que nous. D'accord. Parce que donc c'est en projet, dans d'autres villes et dans d'autres départements de la Champagne-Ardenne. Non, c'est en projet avec le groupe les chorales de l'espoir. Les chorales de l'espoir, mais peut-être dans d'autres départements aussi de la Champagne-Ardenne. On est regardé dans les 4 départements, dans l'Aube, en Haute-Marne et dans les Ardennes, évidemment dans la Marne aussi. Donc il faudrait peut-être travailler sur ce projet et en créer d'autres en tous les cas. Merci. Belle création en tous les cas, ces deux chorales. Merci Marielle Leflon d'être venue et merci Dominique Guillot d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Merci aussi. On retrouve tout de suite Bintou Sidibé. Elle se situe toujours dans le musée rural et artisanal de la Bertauge à Sommevel. Regardez. Alors Valérie, l'une des révolutions de l'époque, c'était l'arrivée du téléphone. Et pour nous en parler, je suis avec Pascal Delacour. Bonjour. Bonjour. Cabine téléphonique, post-télégraphe, c'était des révolutions à l'époque. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on a voulu reproduire cette cabine pour intéresser les jeunes générations. Et c'est également suite à un don important. D'accord. Alors, présent aussi dans le village à l'époque, le quart d'heure. Le quart d'heure qui réparait les matelas, mais qui également faisait le bourrelier, c'est-à-dire qui réparait les harnachements des chevaux. D'accord. Alors, quand vous dites harnachement de chevaux, ça veut dire que... Les colliers, les selles, tout ce qui est en cuir. D'accord. On est dans une séquence où on montre un petit peu qu'était la ruralité à l'époque. Dans tous les villages, il y avait également des boulangeries. Voilà. Tout ce qu'on a ici, ce sont des dons de particuliers? 90% des objets présentés sont des dons. Parfois des familles qui n'ont pas de descendants et qui tiennent à ce que la mémoire soit maintenue. D'accord. On arrive à l'école. Ils sont un peu âgés, nos élèves. Nous avons des personnes en rattrapage. D'accord. Heureusement, il n'y en a que 2. Très bien. Et puis on arrive à l'épicerie. Donc l'épicerie, c'est la dernière réalisation de cet hiver. Donc épicerie, café, tabac. D'accord. Et 3 en 1, c'est ça? 3 en 1, voilà. Bonjour messieurs. Donc en fait, tout ça a été fait par des bénévoles. Complètement. L'ensemble du musée est fait par des bénévoles. D'accord. Et on renouvelle chaque année ou tous les 2 ans un thème. On a un thème qui change tous les 2 ans. D'accord. Écoutez Valérie, nous on va se retrouver un peu plus tard là parce que là c'est l'heure du café. Ben oui.
évidemment, si c'est l'heure du café. Merci Bintou et à bientôt. À tout à l'heure en tous les cas. Dans notre rubrique spécialiste, nous allons vous proposer une sélection d'objets connectés. Oui, vous allez voir. Et vous allez découvrir ces objets connectés, peut-être des idées cadeaux, oui, s'il y a des cadeaux à faire prochainement. Bonjour Richard Carlier. Bonjour. Vous êtes cofondateur du collectif Reims et Digital et vous allez nous proposer une sélection d'objets connectés. Alors les objets connectés actuellement, c'est la grande tendance. Oui, c'est évident. Et dans tous les domaines. Tous. Alors on va commencer par deux balances qui sont associées. Exactement. Ici on a une balance de cuisine et puis ici on a un pèse-personne. Comme ça permet de pouvoir mesurer et peser ce qu'on mange, mesurer tous les apports énergétiques qui vont avec, puisque par exemple, je vais peser mes tomates et puis je vais voir qu'est-ce que ça m'apporte comme sucre, comme nutriments, etc. Tout est détaillé, vraiment. Exactement. D'accord. Et puis ensuite, avec le pèse-personne, je vais voir comment est-ce que ça a avancé pour moi. Si j'ai pris un peu de poids ou si j'ai maigri, c'est ça, par rapport aux aliments qui ont été pesés. Tout est connecté. Exactement. Il y a même une montre de sport qui va avec. Et tous ces objets communiquent ensemble. Tout est centralisé sur une application mobile qu'on a sur son téléphone. Et du coup, comme ça permet de monitorer tout ce qui a trait à mon alimentation, mon activité sportive, et puis ensuite voir est-ce que j'ai gagné en muscles, est-ce que j'ai gagné en eau, qu'est-ce que j'ai perdu en eau, etc. Tous les renseignements possibles. Ça coûte cher ? La totale, il faut compter plusieurs centaines d'euros, c'est évident. D'accord, à peu près combien ? Je crois que sur ces deux objets-là, on doit être à peu près autour de 100 euros chacun. D'accord. Okay. Mais bon, c'est de la haute technologie. C'est de la haute technologie avec beaucoup de renseignements en tous les cas. Exactement. Je vois cette raquette de tennis. Je me dis, elle est normale. Pas du tout, elle est connectée. Elle n'a pas l'air comme ça, mais en fait, elle est bourrée de capteurs. Ouais. Et au-delà du temps de jeu, cette raquette, elle va mesurer de la même manière. Elle va compter le nombre de revers que je vais faire, le nombre de coups droits. D'accord. Sur le tamis aussi, je vais voir où est-ce que la balle frappe. Je vais pouvoir également mesurer la vitesse de mon service, par exemple. La vitesse de la balle et aussi, du coup, au bout du manche, vous avez de quoi brancher le câble, comme quand on recharge son téléphone. Et là, je vais pouvoir récupérer toutes les informations qui ont été enregistrées dans la raquette. D'accord. Donc, pour voir si on est nul ou performant. Exactement. Est-ce que ça comptabilise aussi les victoires et les défaites ? Oui, on peut dire ça comme ça. D'accord. Donc, pour certains, on peut l'offrir pour faire comprendre qu'il faut peut-être arrêter le tennis et jouer au domino. C'est ça ? Donc, j'en connais certains. Voilà. Donc, ça, c'est une bonne idée, en tous les cas. Ça coûte cher ? Là, on est sur 350 euros. Donc, pareil, c'est un produit de haut de gamme. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la couche de réseau social qui est associée à ce produit. C'est-à-dire que tout l'enregistrement qui a été fait de mes performances, je vais pouvoir le partager avec mes amis qui sont également dans ce réseau social. Donc pour frimer ou pour chambrer ? On va dire, se challenger, voir où chacun en est. C'est mieux. On va plus pouvoir raconter de carabistouille et avoir un point précis sur j'ai perdu ou j'ai gagné. Voilà. D'accord. Exactement. Ok, donc tout sera noté en tous les cas et vous pourrez avoir tous les renseignements possibles. Et puis, station météo ? Alors oui, la météo en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Pas terrible, ouais, tout à fait, très compliqué, avec cette pluie. Là, pareil, on est sur un produit haut de gamme, avec toute une série d'appareils. Ici, on a le central. Ouais. Ici, on a un périphérique. On peut en avoir plusieurs pour le mettre dans différentes pièces de la maison ou à l'extérieur, dans le jardin, par exemple. Ça, c'est un anémomètre, donc comme une girouette, il va calculer la vitesse du vent, sa direction, etc. Et puis le dernier objet, là, la grande coupe, c'est un pluviomètre. D'accord. Qui va mesurer le niveau de précipitation. Extérieur ou intérieur, certains, c'est extérieur tous. Il y a des modules qui sont prévus pour l'intérieur, mais il y a aussi des modules qui sont prévus pour le jardin. Tout à fait, exactement. Donc là... De la même manière, ça va mesurer énormément de choses. D'accord. Bien sûr, la température, mais aussi l'humidité, le niveau de son pour la pollution sonore. Ça va mesurer aussi la pollution atmosphérique avec le CO2, la pression atmosphérique, il y a un baromètre dedans, etc. Donc pareil, c'est un produit de très haute technologie et qui va me permettre de mesurer toute l'activité météo qu'il y a à mon domicile. Le prix ? Là, pareil, sur à peu près chaque périphérique, il faut compter entre 100 et 70 euros. Donc à chaque fois, bien sûr, ça s'ajoute. Ouais. Et de la même manière, je vais avoir la main pour mettre ces mesures-là et ma fiche sur Internet.
Et du coup, ça génère une carte en France et dans le monde. Il y a des milliers de stations météo qui sont mises à disposition comme ça. Et ça me permet, par exemple, de regarder quel temps il fait, ou est-ce qu'il a plu, est-ce qu'il y a du vent dans la région de ma résidence secondaire. Bon, c'est complet en tous les cas. On vous présentera différents objets régulièrement, même à partir de septembre. Vous reviendrez sur ce plateau. Un petit mot sur justement ce collectif Reims et Digital, vous êtes cofondateur. Tout à fait, c'est un modèle associatif. Et l'idée de départ, en fait, c'est qu'on est 4 copains très branchés sur l'informatique, le numérique, les réseaux sociaux, la communication sur Internet, etc. Et puis, on se plaignait de ne pas se voir assez en vrai. Donc, on s'est dit sur une fréquence régulière, on lâcherait nos écrans et puis on se verrait en vrai. Et puis, tant qu'à faire, on aurait table ouverte. Donc, à chaque fois, maintenant, on se voit une fois par mois au Centre culturel numérique Saint-Exupéry, qui est basé à Reims. Et puis, à chaque fois, il y a un thème. Alors souvent, c'est des choses qu'on ne connaît pas bien nous-mêmes et sur lesquelles on a envie de s'acculturer. Donc on a des invités et puis un peu sur le même modèle qu'ici, on mobilise des spécialistes pour avancer sur le thème. Voilà, vous découvrez aussi des objets évidemment connectés chaque fois que vous vous rencontrez et vous viendrez les présenter sur ce plateau à partir de septembre. Merci beaucoup en tous les cas Richard Carlier. Merci à vous. À suivre dans la deuxième partie de l'émission l'actualité régionale. Le flash sera présenté aujourd'hui par Laurence Laborie, la revue de presse de nos quotidiens régionaux. Dans Changer d'air, coup de projecteur sur le casting de l'élection Mister Champagne-Ardenne qui aura lieu le 11 juin au cabaret de Tinqueux. Si ça vous tente, eh bien patientez, vous saurez tout sur le profil idéal à découvrir dans quelques minutes. Et puis dans Ici et pas ailleurs, Bertrand Lasséguette nous emmènera à Hierges, dans les Ardennes, visiter le château de Hierges, qui est un exemple d'architecture de type Renaissance Mosane, un site qui accueille beaucoup de visiteurs de Belgique, de Hollande, de France, mais très peu de Champagne-Ardenne. Bah oui, c'est à découvrir dans une vingtaine de minutes. Il est 10h14 et comme chaque jour, à 10h14, nous vous proposons des offres d'emploi. On en a beaucoup encore aujourd'hui et des CDI. Et oui, nous vous proposons aujourd'hui des postes d'ingénieurs, 20 postes en CDI, c'est important. Vous cherchez un poste, eh bien peut-être pour vous aujourd'hui. Bonjour Emmanuel Chauchois. Bonjour. Alors, vous êtes directeur de Ségula Technologies à Reims. Vous recrutez donc ces 20 postes d'ingénieurs en CDI dans différents domaines. On va en parler. Avant, justement, de parler du recrutement, un mot sur Ségula Technologies. Vous présentez-nous justement cette entreprise. Alors, Ségula Technologies est une société de conseil en ingénierie qui s'est implantée à Reims il y a maintenant 2 ans et demi. On a déjà fait une 50aine de recrutements pour travailler en assistance technique. On a développé maintenant aussi un bureau d'études. On est basé à Clermarais où le bureau d'études est situé. Et on cherche encore à recruter en Champagne-Ardenne effectivement une vingtaine d'ingénieurs. Alors, vingtaine d'ingénieurs, c'est en CDI. Alors, dans le domaine de la mécanique, qualité, logistique et conception mécanique. Quel est exactement le profil des personnes que vous recherchez ? Alors, on va chercher principalement des jeunes ingénieurs. Pourquoi des jeunes ingénieurs ? Parce qu'on a besoin d'ingénieurs qui soient mobiles pour travailler dans toute la région. Mais qui sortent des études ou qui ont déjà une expérience, justement, ou alors vous prenez peut-être, en sortant des études, premier emploi ? Alors, on prend beaucoup d'ingénieurs qui sortent de leurs études. On cherche aussi forcément des ingénieurs confirmés. Et puis aussi des seniors, des personnes qui ont plus de 50 ans, qui ont une expertise chef de projet avec des capacités d'encadrement. C'est des postes à pourvoir rapidement ? C'est des postes à pourvoir tout de suite, oui. Tout de suite, donc voilà, après l'émission, vous contactez, on mettra toutes les indications sur le site internet de France 3 Champagne-Ardenne et sur la page de l'émission Champagne-Ardenne Matin, où vous contactez directement aussi, évidemment, la société Ségula à Reims. On peut donner l'adresse ? Oui. Donc nous, on est au 5 rue Franklin Roosevelt à Reims, dans le secteur Clermarais.
Voilà, vous trouverez toutes les informations sur Internet. On mettra toutes les indications de toute façon sur le site Internet de France 3 Champagne-Ardenne. Merci en tous les cas, donc c'est important. 20 postes d'ingénieurs en CDI dans le domaine de la mécanique, qualité, logistique et conception mécanique et des postes à pourvoir rapidement. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. En plus de ces offres, je vous propose des offres Pôle emploi, 4 au total. On recherche dans les Ardennes actuellement un directeur ou une directrice de café-bar. C'est à Charleville-Mézières pour le poste. C'est un CDI, expérience demandée de 2 ans. En Haute-Marne, un technicien ou une technicienne méthode d'usinage. C'est à Joinville. C'est un contrat d'apprentissage de 24 mois. Dans la Marne, un ouvrier viticole ou une ouvrière viticole. C'est un CDI. Et là, on demande une expérience de 2 ans. Et puis dans l'Aube, un monteur ou une monteuse en lunetterie. C'est à Romilly-sur-Seine. Là, c'est un CDD d'1 mois. Et on demande une expérience d'1 an. Si une de ces offres vous intéresse, vous connaissez évidemment le numéro. Le 3949, où vous retrouvez toutes ces informations sur le site internet de France 3 Champagne-Ardenne et sur la page de l'émission Champagne-Ardenne Matin. Il est 10h18 et il est l'heure de prendre, comme chaque jour, connaissance de l'actualité régionale. Le flash est présenté ce matin par Laurence Laborie. Laurence, bonjour. Bonjour Valérie. Alors bonjour on commence évidemment par ces précipitations un petit peu partout en Champagne-Ardenne. Oui, un point sur la météo pour démarrer. Fin de l'alerte orange aux pluies et inondations pour la Champagne-Ardenne. Les Ardennes, la Marne et l'Aube sont en vigilance jaune, verte pour la Haute-Marne jusqu'à demain. 6 heures, un épisode pluvieux qui n'est pas sans conséquences. Les épreuves équestres du jumping international de Reims ont été annulées. La compétition qui se déroule au parc de Champagne devrait reprendre jeudi. 15 litres d'eau par mètre carré sont tombés hier. Nous y reviendrons ce midi dans le 12-13, dans la Marne, mais aussi dans l'Aube. Les pompiers sont intervenus pour des caves inondées. Et à Ry, la montagne près de Reims, c'est le tunnel qui est impraticable. L'intérieur, plus exactement, image signée Philippe Mercier. Résultat, la liaison TER entre Reims et Épernay est perturbée. Les trains doivent emprunter un itinéraire bis. Aujourd'hui, ils sont détournés via Châlons en Champagne ou remplacés par des cars. Un climat social tout aussi orageux. Nouvelle journée d'action demain, mercredi, à la SNCF. Un préavis de grève a été déposé à partir de ce soir, 19h. Un TGV sur 2, 4 intercités sur 10 et un TER sur 2 en moyenne devraient circuler. Prenez donc vos précautions. Et puis à Troyes, les intempéries ont également perturbé les foires de Champagne au parc des Expos. Le toit de la scène extérieure qui accueille les concerts s'est effondré hier matin sous le poids de l'eau. Heureusement, cet incident n'a fait aucun blessé. Entièrement réparée, la scène pourrait reprendre du service aujourd'hui. Après le passage du bureau de contrôle qualité, Dave ou encore Kinvey sont attendus ces prochains jours. Dans l'actualité également, on a appris hier le décès du garçon de 9 ans percuté ce week-end quartier Croix-Rouge à Reims. Samedi, l'enfant a succombé à ses blessures. L'automobiliste de 25 ans est mis en examen pour homicide involontaire. Allez, on termine avec l'emblématique œuf de Reims. Le Lucrone se refait une beauté au lycée Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Pour l'instant, les élèves planchent sur ces signaux lumineux, une cure de jouvence avant de retrouver sa place en 2017 dans la Cité des Sacs. Le lieu est encore secret, Valérie. Cette œuvre a trôné place de la République jusqu'en 2009 et le début des travaux du tram. Ça vous dit forcément quelque chose. Et oui, mais vous enquêtez évidemment. C'est encore secret le lieu, mais je sais que vous enquêtez même. Évidemment. Merci Laurence, on vous retrouve ce soir à 19h pour le journal. Et puis le prochain rendez-vous avec l'information régionale, ça sera à 12h avec Ophélie Mazur. Je vous propose maintenant de regarder la une des quotidiens régionaux de ce mardi 31 mai dans l'Est éclair. Après les fortes pluies qui se sont abattues hier sur le département de l'Aube, des champs sont inondés, certains parkings à Romilly également. Ce matin, une 50aine de pompiers étaient mobilisés. À la une d'aujourd'hui en France, le bilan des communes qui ne peuvent plus payer la réforme des rythmes scolaires. François Baroin, le président de l'Association des maires de France, réclame une aide de 640 millions d'euros à l'État. Et puis à la une du journal de la Haute-Marne, ce reportage au cœur des urgences de l'hôpital de Saint-Dizier, hôpital qui accueille près de 25 000 patients par an. Et à la une de l'Ardennais aujourd'hui, plusieurs dossiers comme chaque jour. Pour les détailler, je reçois en duplex de Charleville-Mézières Thomas Delobel. Bonjour Thomas. Vous êtes chef d'édition à l'Ardennais. Alors, on peut lire aujourd'hui dans l'Ardennais un article sur la politique. Et là, le ton est monté. C'était lors du dernier conseil municipal entre la droite et la gauche à Charleville-Mézières. Oui, alors,
Qu'il y ait des tensions entre majorité et opposition, finalement, ce n'est pas nouveau. C'est comme ça dans toutes les instances représentatives. Là, par contre, c'est passé presque inaperçu parce que ça s'est passé sur les réseaux sociaux. Une élue de l'équipe de Boris Ravignon, donc une élue de droite, Virginie Atmidi, a tweeté pendant le conseil municipal, a tweeté en affirmant que l'opposition de gauche, était ivre, était en état d'ébriété. Alors évidemment, ce n'est pas passé complètement inaperçu. Depuis, l'élu en question a supprimé son tweet, mais l'opposition s'en est saisie, a fait des captures d'écran, etc., a écrit à l'ensemble des élus de la ville, sous la plume de Philippe Payat, l'élu de gauche, ancien maire de Charleville, qui s'est évidemment indigné et se réserve le droit de déposer plainte en diffamation contre l'élu qui avait tweeté ce tweet qu'elle a reconnu depuis maladroit. Elle s'est d'ailleurs engagée à ne plus tweeter pendant les conseils municipaux. Bon ben voilà, c'est-à-dire évidemment dans l'Ardennais aujourd'hui. Et puis un autre article à lire aujourd'hui dans l'Ardennais, c'est le début de saison touristique, alors à Sedan, avec des hôtels, il y en a 4 au total. Hein. Oui, alors il y a un peu plus de 4 hôtels sur Sedan, mais on est allé avoir 4 tout simplement parce que ce sont 4 profils différents. Alors c'est vrai que ça se voit pas trop en ce moment, mais ça y est, c'est l'été, la saison touristique commence. Ce sont d'ailleurs les fêtes médiévales de Sedan qui ont lancé toutes ces festivités il y a une semaine à Sedan. On est allé voir ces 4 établissements tout simplement parce qu'ils ont des profils différents entre l'hôtel du Château-Fort qui est un 4 étoiles et puis les hôtels dits de chaîne, je pense à Campanile par exemple. Et finalement, on apprend qu'il y a de la place pour tout le monde. Quand je dis il y a de la place pour tout le monde, j'entends que ces hôtels proposant différentes offres, différentes prestations, ne se marchent pas sur les pieds et chacun y trouve son compte. La clientèle est là, sauf la clientèle belge qui, figurez-vous, qui depuis les attentats de Bruxelles, est moins présente sur Sedan. Alors les hôteliers, ils prennent leur bâton de pèlerin et ils vont chercher ces clients. C'est la nouveauté sur Sedan. C'est la nouveauté à lire dans l'Ardennais aujourd'hui. Et puis un autre article sur la cueillette des fraises. On aime les fraises et cueillette des fraises dans le Rothellois. Oui, c'est parti, ça y est, les petits fruits rouges sont là. Donc on est allé voir un producteur de Poilcourt Sydney qui a repris l'affaire familiale, qui fait des fraises et qui bientôt va faire des framboises parce que, encore une fois, météo oblige, tout ça a pris un peu de retard. Donc les framboises, elles seront prêtes d'ici une quinzaine de jours. Mais les fraises, elles nous attendent. Alors, comme dans beaucoup d'exploitations, vous pouvez aller les cueillir vous-même et les mettre dans votre petite barquette. Il est même conseillé de les déguster parce que le producteur propose différentes variétés avec chacune leur goût. Donc, le producteur vous propose de les déguster avant de les cueillir ou alors d'acheter directement vos barquettes toutes faites. Le prix n'est pas le même, mais le service non plus. Bon, ça nous a donné envie. En tous les cas, nature, c'est très très bon, avec un petit peu de sucre, un petit peu de crème. Avec un petit peu de chantilly. Enfin voilà, tout de suite Thomas. Un petit peu de chantilly. Merci Thomas Delebel, merci, à bientôt. À bientôt, bonne journée. On a envie de fraises maintenant, ça y est, c'est comme ça. Allez, on va retrouver tout de suite à 10h24 Bintou Sidibé. Elle est toujours dans le musée rural et artisanal de la Bertauge à Sunvel. Regardez. Oui Valérie, ici les bénévoles du musée ont consacré toute une partie à l'énergie. Et à l'époque, la première énergie, c'était l'homme. C'était l'homme qui très vite a dressé le cheval pour faire des travaux qui étaient devenus plus difficiles et pour nourrir plus de personnes. Ensuite, l'homme a maîtrisé l'eau et le vent à travers les moulins qui écrasaient la farine et qui faisaient des petites industries. D'accord. Puis est arrivée la vapeur. Arrivée la vapeur, une grande révolution, les machines à vapeur. Là, vous avez une locomobile qui était utilisée surtout par les entrepreneurs. Également, ça faisait actionner des conserveries, des grosses usines. Okay. Et donc, tous ces petits moteurs, c'était pour les entrepreneurs ou pour des particuliers? Voilà, donc après, monsieur Diesel, où on a inventé les premiers moteurs à explosion, qui étaient à essence ou diesel. Puis est venue l'électricité. L'électricité qui arrivait dans la plupart des villages dans les années 20. D'accord. Et puis les tracteurs. Puis sont arrivés les tracteurs à partir des années 30. D'accord. Et alors justement, ce tracteur-là, c'est quoi? Ce tracteur-là, c'est un tracteur qui a été modifié pendant la guerre de 1940 parce qu'il n'y avait plus de carburant. Donc ils ont installé des gazogènes dont l'énergie était le bois, le charbon. C'était un moteur à gaz. Avec les mêmes moteurs, ils avaient arrivé à faire tourner ces moteurs. D'accord. Et donc si j'ai bien compris, ils sont en train de les bichonner parce qu'elles vont défiler. Voilà. Ils vont défiler. Pour le 40e anniversaire de l'association, du musée, nous avons décidé de faire un grand défilé de 40 tracteurs. Il y aura 26 tracteurs du musée et 14 de collectionneurs, avec une boucle autour de Courtisol, La Chèpe. D'accord. Le rendez-vous, le jour du défilé, c'est le 5 juin, si j'ai bien compris. La journée, oui. Et nous, on se retrouve une prochaine fois où on poussera la porte d'un autre lieu.
Merci beaucoup Bintou et à jeudi, on compte sur vous en tous les cas, jeudi à 9h50. Dans Changer d'air, nous proposons chaque jour des idées de sortie en Champagne-Ardenne. Là, on a une belle proposition. Oh oui. Belle proposition parce que peut-être que vous avez déjà rêvé de devenir Mister Champagne-Ardenne. Eh bien, c'est possible. On a justement des propositions à vous faire pour vous présenter, pour être sélectionné peut-être. Pascal Léminet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la délégation de Mister France. Et puis Alexandre Rozin, bonjour. Bonjour. Vous êtes Mister Alsace. Mister Alsace, c'est la région, c'est la grande région. Donc vous êtes sur ce plateau, évidemment. Pascal Léminet, alors vous proposez justement aux téléspectateurs de se présenter pour devenir peut-être Mister Champagne-Ardenne. Quel est le profil que vous recherchez? Alors, Mister France Champagne-Ardenne. Mister France Champagne-Ardenne. Oui, oui, absolument, puisque nous sommes le comité Mister France. Donc, la particularité un petit peu du comité, c'est qu'on recherche des garçons d'1m80 minimum, de 18 à 35 ans, célibataires. Pouvoir offrir encore un peu du rêve. Pour certains en régie, c'est foutu. Voilà. Ah bon? On fera le casting dans ces conditions un peu plus tard. Mais il y en a peut-être. Non, mais là, il y avait l'âge. Bon. Après, à côté de ça, ce qu'on recherche essentiellement, c'est des personnes qui habitent en région Champagne-Ardenne, évidemment, puisque la nouvelle grande région qui est Mister France Grand Est et les régions maintenant sont devenues des demi-finales. D'accord. Et là, essentiellement, ce que je recherche, c'est sur, on va dire, la Haute-Marne, parce que j'ai très peu de candidats, autant dire même 0. Donc, ça serait très bien d'avoir sur la Haute-Marne. J'ai mis 4 de toutes les autres régions. Bon, le profil, c'est vraiment, il faut qu'il soit sportif. On le voit, là, on l'a vu justement à l'image, qu'il y avait un petit show, un petit peu de danse. Faut savoir danser ou pas? Il faut surtout ne pas avoir peur d'être sur la scène et de se représenter, surtout entre 400 et voire des fois des centaines de personnes qui sont dans une salle. Ça dépend un petit peu du public qui est attiré par ce genre de manifestation. Mais c'est vrai que ça commence à prendre une très grosse notoriété et il faut surtout pas avoir peur. Donc le candidat, il faut qu'il puisse passer devant un micro et être vraiment à l'aise. On se présente, alors où justement? On mettra toutes les indications sur le site internet évidemment, mais là les téléspectateurs qui ont envie d'être sélectionnés. Je les invite à s'inscrire sur le site officiel de misterfrance.com ou alors de prendre contact avec moi par le biais des réseaux sociaux Facebook ou Twitter. Facebook, c'est le site, donc c'est comité Mister France Champagne-Ardenne. Champagne-Ardenne, ouais. Et à partir de ce moment-là, je pose quelques questions donc aux candidats au téléphone. On essaie de voir si on rentre tout dans les cases par rapport à la taille. Également, on contrôle un petit peu les tatouages. On accepte les tatouages. Alors, si. On les accepte à partir du moment que ce ne soit pas quelque chose trop ciblé. D'accord. Et à partir de ce moment. Même si jamais c'est visuel, c'est pas grave. À partir du moment que ça n'a aucune consonance politique, ça n'a aucune consonance quoi que ce soit, pas de piercing. Ça pose pas trop de problèmes, pas sur la langue, parce que après, les élocutions au micro, c'est pas terrible. D'accord. Voilà, moi je pose toutes les questions. Mais je suis curieux, je pose toutes les questions. Alors, Alexandre Rozin, vous êtes donc Mister France Alsace. Vous êtes le premier, je crois, à avoir été élu de toutes les régions. J'ai été élu le 2 avril au Casino à Barrière à Blotzheim. D'accord. Comment vous avez eu l'idée justement de vous présenter? À la base, en fait, c'est une amie qui a vu le casting justement pour l'élection Mister France Alsace. Ouais. Et vu que je suis assez fan de mode et des défilés, donc j'ai décidé d'y participer. Donc sportif? Tout à fait, oui. Sportif. J'ai fait 20 ans de gymnastique. Ah oui, d'accord. Donc c'est facile aussi. Par exemple, là, on a vu qu'il y avait un show, mini-show, mais un show quand même. Petit show, ouais. Vous apprenez quand même justement à défiler et... Ça, c'était facile pour vous? Disons qu'on a quand même, on va dire, 2-3 heures de préparation avant le show. Donc ça nous permet d'être à l'aise, on va dire. Et voilà. Vous aviez peur un peu quand même? Un petit peu, devant la famille, devant les amis. C'est vrai que c'est pas facile. Bon, et puis vous êtes arrivé premier. Voilà, vous avez réussi. Donc là, la prochaine étape? Ça sera les Mister France Grand Est, donc qui se passe le 19 novembre à Blotzheim aussi, au Casino Barrière. Et après? Et après, le premier, il ira au Mister France. Mister France, donc... C'est ça. Il y a un seul candidat qui partira donc à l'élection de Mister France suite aux 4 régions que l'on va faire actuellement. D'accord. Bon, voilà. Si ça vous intéresse, en tous les cas, on met toutes les indications sur le site internet de France 3 Champagne-Ardenne.
Et puis vous pouvez vous inscrire, on mettra toutes les indications évidemment. Ça sera le 11 juin au cabaret de Tinqueux pour cette élection, mais en tous les cas maintenant il faut vite s'inscrire pour participer, hein, c'est ça. Et puis les réservations, ils date peuvent limite, le faire sur le site. Date limite. La date limite, on va rester jusqu'à la fin de la semaine, on va dire encore une bonne grosse semaine pour les sélections, s'il y a quelques candidats, surtout je rappelle de la Haute-Marne. D'accord, de la Haute-Marne, mais on en a en régie de la Haute-Marne, on va vous le présenter. Je ne sais pas si j'irai dans les coulisses après. Voilà, on verra. Merci en tous les cas. Allez, dans Ici et pas ailleurs, Bertrand Lasséguette nous emmène visiter le château de Hierges. C'est un exemple d'architecture de type Renaissance Mosane, un site qui accueille beaucoup de visiteurs, alors de Belgique, de Hollande, de France, mais très peu, oui, de Champagne-Ardenne. Alors il faut donc réparer ça, évidemment. On espère que ce reportage vous donnera beaucoup d'envie de découvrir, évidemment, ce château. Regardez. Bienvenue à Hierges, là où coule la Jonquière. Si nous sommes ici, pas ailleurs, c'est pour vous faire visiter son très beau château. Voici notre guide. Bonjour François. Bonjour cher Bertrand, moi c'est François, enchanté. Et nous c'est France 3. On vous suit? Très bien, on y va? Je vous emmène au château. Sur la route de Givet, la silhouette de cette ruine magnifique s'impose à tous les voyageurs. De temps en temps, comme un enfant, ma pensée te dessine, Yerushalayim. Nous sommes bien loin de l'Orient, pourtant on le surnomme le château de Jérusalem. Au commencement, la baronnie d'Hierges appartenait à un certain Godefroy de Bouillon, qui a revendu le bien du château fort de Hierges au prince-évêque de Liège pour pouvoir partir au lointain, et bien justement en croisade. À la suite de Godefroy, plusieurs des occupants du château ont pris la route de Jérusalem. Quelle en est la part de vérité? Une légende met en scène Hierges. 3 femmes, Berthe, Audierne et Ige, y auraient trompé leur mari, partis en croisade. Leur châtiment fut d'être transformé en pierre à Léfour sur le site des Dames de Meuse. Mais refermons la parenthèse. Ici, c'était le cœur du château? Oui, c'est le cœur, c'est la haute cour. Par opposition à la basse-cour qui était derrière nous. Voilà, la basse-cour, c'est la partie, on va dire, rurale, économique. La haute-cour, c'est la partie seigneuriale. À la base, vous aviez une galerie Renaissance qui séparait les deux, avec des statues symboliques en niche. Les Romains furent les premiers à construire une tour en bois sur cette position, qui n'a cessé ensuite d'abriter des hommes en armes. Le bâtiment visible aujourd'hui est un château Renaissance, à mi-chemin entre la forteresse et le lieu de plaisance. François, à quoi ressemblait le château à cet endroit? Oorspronkelijk is dat de plek van de leenheer hier. Pardon, là, je ne comprends pas. Ik kan Nederlands praten voor jij. Het is een gewoon. Oui, alors il peut aussi accueillir des visiteurs néerlandais, mais pour nous, là, spécialement, vous allez le faire en français. La langue de Molière, très bien. Donc, vous avez donc ici ce qu'on appelle le Grand Quartier, qui est une des dépendances du seigneur ici. Donc, il vivait dans ces lieux. Donc, il était bien plus élevé que ça. Donc, il atteignait la partie en briques rouges ici. Et vous aviez à notre niveau une partie davantage liée à l'habitation du seigneur et en dessous davantage la partie commun, la cuisine. Le château de Hierges a subi bien des malheurs au cours de son existence. 3 fois détruit par des pillages au XIIe et XVIe siècle, par un incendie criminel sous la Révolution. C'est une tempête qui a eu raison de ses murs en 1884. Seuls les communs ont survécu. Ce bâtiment, non ouvert au public, abrite le logement du propriétaire, belge, Monsieur de Witt de Hellen. Le visiteur peut en revanche savourer la douceur des jardins. C'est les jardins Renaissance du domaine Hierges, justement. C'est l'une des particularités, c'est que nous avons de jolis jardins de style français, qui sont, je dirais, de grande symétrie, avec des topiaires en forme de canard. En route pour les jardins à l'italienne? Tout à fait. Prenez le côté droit, moi je prends le côté gauche. Merci. Alors, quelle est la différence entre les jardins à la française qu'on a quittés et les jardins à l'italienne où nous sommes? À la française, ça sera mettre l'accent sur la symétrie. Nous, ici, on a une certaine confusion au niveau de l'organisation du paysage, justement ici, avec des étages successifs. Ici, 5 étages. Cinque. C'est étrange ici, on est à l'un des accès du château. Et ces sangliers tournent le dos à l'extérieur. Oui, parce que là, nous sommes
temps de paix justement. Si par contre ils font face à la forêt, c'est que là, il y a du grabuge à l'horizon. Ah, c'est une manière de... C'est un signal. C'est voilà. un signal. Le château se visite en ce moment tous les week-ends. Pour les téléspectateurs intéressés, contactez l'office de tourisme de Vireux-Vallerand. Nous terminons par le début de la visite dans l'église en pierre bleue de Givet dédiée à Saint Jean-Baptiste. À l'intérieur, on y trouve la Vierge d'Hierges, un cierge d'Hierges. Quant au dehors, c'est le cimetière. Tout a une fin. Nous voici, François, à la fin de cette visite du château de Hierges, auprès de la sépulture d'un des derniers occupants du château de Hierges, une personne très respectée dans la région, issue de souche noble. Et vous avez vu, il est écrit Messire, car en tant que châtelain de Hierges, il avait le titre de baron. Nous étions dans la pointe des Ardennes. La prochaine fois, nous serons ailleurs en Champagne-Ardenne. Et merci, François, pour cette visite. Je vous en prie, merci à vous, amitié. Amitié. Fidèlement. Merci beaucoup Bertrand et à bientôt. Alors là, on me dit en régie que c'est la folie. Hein. Ils sont tous torse nu, ils sont prêts à défiler pour le casting. C'est incroyable, il faut les tenir. Hein. Donc vous les verrez tout à l'heure. Voilà, le casting est pratiquement fait. Voilà, cette émission se termine. En tous les cas, merci de l'avoir suivi. On se retrouve jeudi matin dès 9h50 dans Champagne-Ardenne Matin, votre magazine de société. Et on s'intéressera jeudi matin à la chiropraxie. Alors, cette médecine n'a recours ni aux médicaments, ni à la chirurgie. Les méthodes utilisées sont principalement manuelles et permettent d'effectuer des ajustements de la colonne vertébrale, des chevilles, des hanches. Explication jeudi matin, évidemment, sur ce plateau dès 9h50. On vous proposera aussi, comme chaque jour, des offres d'emploi, c'est important, des idées de sortie en Champagne-Ardenne. Je vous souhaite donc de passer une très très bonne journée, jeudi, de